Oui, alors on va essayer effectivement de faire en sorte que ce débat soit équilibré. Moi, j'ai entendu la vision que vous avez développée, que je trouve à la fois parfaitement légitime, et vous défendez la manière dont cela s'est fait. Et c'est vrai qu'on peut aussi, j'ai noté dans vos propos, on pourrait se demander de temps en temps pourquoi est-ce que certains se demandent si on serait moins puissant, si on serait éventuellement plus pessimiste face aux États-Unis. Et finalement, est-ce qu'on n'aurait pas une espèce de petit complexe dans la façon de discuter. La question peut se poser, mais on peut aussi se dire qu'il y a quelques raisons de se méfier de ce type, d'abord de ce type de dispositif, et puis de se méfier peut-être un peu de nos partenaires américains qui n'ont pas toujours eu à l'égard de l'Europe des pratiques tout à fait à 100% honnête, on va dire. On se souviendra quand même de quelques surveillances intervenues ces dernières années avec les écoutes de la NSA. Et c'est vrai qu'il y a quand même un climat qui devra surmonter, pour dire les choses de façon un peu positive à ce stade, qui devra surmonter un certain nombre d'obstacles qui, pour l'instant, se sont dressés sur le chemin de cet accord. Et il y a aussi des raisons de se méfier, que je vais essayer de lister tout ça, puis on essaiera de sortir de cette méfiance, parce que on part, vous avez décrit tout à l'heure ce qu'on pouvait gagner à cet accord, et ça sera l'objet d'une discussion probablement. On part aussi en Europe d'un système de normes, puisqu'il s'agit beaucoup de ça dans cet accord. On part d'un système de normes en Europe qui est infiniment plus élevé dans de nombreux domaines que chez nos partenaires de discussion. Je ne vais pas passer en revue la totalité des choses, mais il y a quand même quelques exemples un peu frappants. Quand on parle de fracturation hydraulique, on se dira quand même qu'on a encore, et j'espère pour le plus longtemps possible, en Europe, des normes beaucoup plus protectrices que celles qui sont utilisées aux États-Unis. Qu'en matière, par exemple, d'agriculture, les OGM font partie d'un domaine où on a un certain nombre de prérogatives auxquelles on tient beaucoup, et que dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation américaine, je pense qu'il y aurait probablement aussi beaucoup à gagner avec les normes européennes. Je pense que d'un point de vue sanitaire, alors ça a fait l'objet de beaucoup de littérature et ça a été utilisé beaucoup comme exemple. Je pense qu'il est juste. En matière de normes sanitaires, on pourra s'interroger sur l'intérêt que peuvent avoir les Américains à avoir des poulets javellisés, ce qui est quand même un peu particulier dans notre propre registre à nous. Donc il y a un certain nombre comme ça d'éléments qui circulent, qui interrogent. C'est le moins qu'on puisse dire. La deuxième chose, je crois, sur laquelle on peut avoir un certain nombre de méfiances, je vais essayer d'être la plus brève possible à ce stade, c'est le secret dans lequel se sont déroulées les négociations. C'est un peu moins vrai maintenant, avec la nouvelle commissaire que nous avons pratiqué dans d'autres domaines avec Marie-Christine dans une précédente vie, de elle et de nous. Et qui a fait évoluer le contexte de discussion. Mais on est parti de discussions qui, certes, avec un mandat. Après, certains sont prononcés favorablement sur le mandat donné et d'autres non. Mais qui, à partir du mandat, la Commission avait fait les choses vraiment dans une très, très grande opacité. Donc, ça a un peu changé. L'information sort un peu plus maintenant. On est un peu plus tenu au courant. Mais je crois que, d'un point de vue démocratique, cette opacité-là a été extrêmement mal vécue par les citoyens et par leurs représentants au Parlement européen. Pour la petite anecdote quand même si on a beaucoup progressé en matière de levée de l'opacité, on reste quand même dans l'accès aux documents dans un espèce de décorum assez singulier où on entre dans une pièce, on a l'impression d'être des espions, les parlementaires, on rentre dans une pièce, on dépose nos téléphones, nos papiers, nos stylos, et on entre vraiment, on garde nos vestes, mais on rentre, on regarde les papiers, on ne peut pas prendre de notes, rien du tout, la pièce est fermée. Donc pour moi, c'est assez compliqué de retenir 150 pages en anglais sur un traité commercial. Voilà, je vous ferme la parenthèse, parce qu'il y a encore quand même de ce côté-là une mise en scène sur l'accès. Bon, il y a sans doute des choses très justifiées. Il y a des secrets, il y a des choses un peu difficiles, un peu délicates qui circulent. Mais voilà, il y a encore ça qui existe. Il y a
Dans la méfiance, vous l'avez signalé, vous avez dit qu'on y reviendrait probablement, il y a ce fameux ISDS, RDIE, alors ça c'est tous les acronymes divers et variés auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, monsieur, dans votre présentation, qui est ce mécanisme d'arbitrage privé, sur lequel, soyons clairs, oui, un certain nombre de groupes, et mon groupe en fait partie, est extrêmement hostile, au sens où on considère que d'abord les normes existantes, pour le coup en matière judiciaire, sont dans les États concernés ou dans les grands blocs continentaux concernés, suffisamment évolués pour ne pas avoir recours à ce genre de pratiques. C'est valable manifestement. Je ne sais pas si on passe à ce temps 5 minutes pour expliquer ce que c'est, mais peut-être je finis mon propos introductif et on reviendra particulièrement là-dessus. Mais c'est vrai que quand une entreprise investit dans un pays qui ne dispose pas des garanties juridiques suffisantes, on peut se poser la question d'avoir un mécanisme qui protège les investissements de ces entreprises. Mais ça, c'est valable dans certains États qui ne sont pas au taquet en termes de normes. S'agissant des États-Unis, s'agissant de l'Europe et de la plupart des pays européens, franchement, la question ne se pose pas. Et donc, vouloir instiller une espèce de régulation privée de ces enjeux est pour nous quelque chose qui ne peut pas passer et qui probablement, d'ailleurs, ne passera pas en l'état avec beaucoup de risques à venir. L'exemple, par exemple, de l'industrie du tabac est beaucoup prise en exemple, au sens où un certain nombre d'États tiers ont été obligés de reculer face à une pression et l'utilisation de ce RDIE, de ce SDIS, qui ont fait reculer des pays aussi évolués que l'Australie. Donc là, il y a un vrai point de focalisation qui aura beaucoup du mal à passer, et j'en passe sur cette forme de soumission, en tout cas de diktat de l'économie libérale auquel on est confronté. 2 derniers mots quand même, enfin une dernière partie dans ce propos introductif quand même, pour dire qu'ils sont probablement là où on va diverger avec Marie-Christine. Je ne veux pas présumer de nos divergences, mais on se connaît quand même suffisamment pour que je puisse le dire ainsi. Son groupe et d'autres groupes sont hostiles à toute discussion sur le TTIP. Je fais un peu dans la caricature, c'est plus compliqué que ça. Je crois qu'on peut quand même, et c'est là où j'introduis une petite nuance différente, je pense qu'on peut, sans anticiper sur la fin de ce débat, on peut quand même se poser la question de comment on fait évoluer les choses de l'intérieur. Je crois que ça nécessite ce travail intellectuel, parce que je crois qu'on peut avoir un certain nombre de bénéfices dans ce type de débat. Et je le redis, indépendamment de la position finale qui sera celle des uns et des autres, j'ai une petite idée sur celle qui pourrait être la mienne. Mais je crois qu'on ne peut pas faire un trait sur ce travail-là en essayant éventuellement, même si on peut avoir un côté naïf en la matière, d'essayer de faire bouger aussi les choses vis-à-vis des consommateurs américains. Moi, je ne peux pas me satisfaire a priori de me dire les Américains, les consommateurs sont tous des abrutis d'Américains qui continueront à manger du poulet javellisé ou des trucs ou des aliments à OGM. Je pense d'abord qu'ils ne sont pas des imbéciles et qu'ils peuvent aussi évoluer en la matière. Je pense que les normes sanitaires qu'on ne partage pas à l'heure actuelle peuvent encore évoluer. Donc ce sont des choses qui sont importantes. Je pense qu'on peut faire valoir un certain nombre de pratiques et un certain nombre de normes comme nos indications géographiques. On peut de fait travailler sur le déséquilibre commercial qui existe encore, à travailler sur quelque chose qui serait un juste échange, c'est qu'on l'a beaucoup utilisé dans notre groupe, mais quelque chose de plus réciproque, de plus ouvert, où justement les marchés qui sont très peu ouverts aux États-Unis et beaucoup plus en Europe, de l'ordre de 35% par rapport à 85%, justement, on puisse travailler sur ce déséquilibre. Moi, je ne suis pas... je n'adhère pas à l'idée que de façon miraculeuse, on va créer de l'emploi et qu'il va y avoir un dopage de la croissance au travers de cet accord. Je n'adhère pas à cette idée, je ne le conteste pas a priori, mais je n'ai, pour vous dire la vérité, jamais été alimentée de faits concrets qui me permettent de penser que ça pourrait être réellement le cas. Or, s'agissant de chômage, s'agissant de création d'emplois, s'agissant une fois encore de lutte pour la croissance, je pense que nous avons besoin de certitude. C'est un sujet suffisamment sensible pour qu'on ne raconte pas de bobards et que finalement après on se dise « Ah ben non, en fait, on a encore raté sur ce coup-là ». Voilà, je voulais indiquer
peut-être cette nuance un peu différente entre les risques et quelques avantages que l'on pourrait trouver. Ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'il y ait des lignes rouges à cette discussion et qu'elles soient fermement exprimées sans être souterraine. Il faut qu'elle soit exprimée au grand jour. Vous avez évoqué le fait qu'il y ait une exclusion déjà explicite de la culture, du cinéma, des services audiovisuels à l'initiative de la France, et ça faisait partie des lignes rouges importantes. Je pense que, pour les lister rapidement, les questions de santé, de sécurité alimentaire, de droit du travail doivent vraiment faire l'objet d'une exclusion, que ce qu'on appelle les préférences collectives, c'est-à-dire ce qui fait sens entre nous dans le modèle social européen, doivent également être écartées, que la qualité des services publics, pour lister dans ma propre liste ce qui me semble important, là aussi doivent être préservés parce que c'est une qualité importante, une marque de fabrique. De même que la protection des données aussi, qui devrait faire l'objet d'une exclusion, mais à laquelle on est aussi extrêmement attaché. Voilà ce que je voulais indiquer. Vous avez eu raison d'évoquer tout à l'heure la question de la validité démocratique tout au long de cette discussion, dont j'ai dit tout à l'heure que je pensais qu'elle n'était pas forcément très très bien partie. On a rattrapé ce retard puisque c'est devenu vraiment un sujet public. C'est sans doute un des grands sujets européens des années à venir et qui va sans doute donner un sens ou un autre aux discussions et aux valeurs européennes. Il y a tout un tas de verrous qui existent. J'espère qu'on saura bien utiliser à la fois les avantages, les inconvénients et faire un choix tout à fait éclairé.